bonjour à tous. Très content de vous retrouver pour ce nouveau CQFR. Shai, pas de match toujours. Là, la NBA ne reprend que jeudi soir. Mais on a envie de parler un petit peu de la bataille. Du drama. C'est trop exagéré, du drama, ouais. Des déclarations, en tout cas à distance, qui concernent Doc Rivers. C'est-à-dire qu'il y a, depuis les critiques de Gigi Redick sur Doc Rivers, on a mentionné un peu l'autre fois. Je sais plus sur dans la session. Ouais, plus dans la session d'hier. Ouais. C'était hier soir. On va les rappeler les déclats. Vous inquiétez pas. Voilà, on va tout récapituler. Il y a eu donc des premières déclarations de Gigi Redick à l'encontre de Doc Rivers, critiques sévères, on va dire, sur Doc Rivers. Et depuis, certains joueurs ont défendu Doc Rivers, d'autres ont défendu Gigi Redick, et ça nous donne une bataille qui concerne en fait plein d'anciens joueurs de Doc Rivers. Mais c'est ça, parce que il faut bien se rendre compte que du coup, à force de coacher autant d'équipes, Doc Rivers, il a côtoyé et coaché beaucoup de joueurs qui sont soit encore en activité ou jeunes retraités. Alors c'est pas tout neuf, c'est pas là depuis qu'il est à Milwaukee, c'est pas juste là que les choses ont commencé. Je pense qu'il faut d'abord rappeler ce qu'il y avait eu l'année dernière, quand il avait sous-entendu dans le podcast avec Bill Simmons, je crois, qu'en gros avec les Clippers, il y avait quasiment aucune chance de gagner quand il les coachait, parce que les joueurs de toute façon ne s'entendaient pas bien, que leur personnalité ne matchait pas et que c'était un peu perdu d'avance. Enfin, les termes étaient assez forts et ça avait fait réagir déjà JJ Redick et Jamal Crawford, donc deux de ses anciens joueurs, qui dans une discussion on s'était dit tiens, t'as vu ce qu'a dit Doc l'autre jour à la radio en gros, et il s'était dit que c'était curieux, on dirait qu'il assume pas trop ses responsabilités, que c'était une tendance qui commençait à se dégager. Tu sentais qu'ils étaient un peu frustrés, tu vois. Crawford avait dit Doc, t'étais le coach, qu'est-ce que tu veux dire par là? C'était à toi de nous faire croire qu'on pouvait gagner. Quand j'ai entendu ça, je savais pas quoi répondre. Je me suis dit bon sang, notre coach pensait qu'on avait aucune chance de gagner, donc on avait peut-être vraiment aucune chance de gagner. Et donc ça remonte à l'année dernière. Et là, il y a ces fameuses. Alors je crois que ça, on en avait parlé par contre dans le CQFR, c'est que Doc avait dit qu'il aurait préféré être embauché après le break du All-Star Game, parce que au moment de son embauche par Milwaukee, il se trouve que les Bucks avaient un road trip assez compliqué à ses yeux, et que ça avait un peu faussé son bilan des 10 premiers matchs qui, rappelons-le, est de 3 victoires et 7 défaites. Ouais. Et voilà, donc il a fait cette déclaration. Nous on avait un peu rigolé en mode bon, ça y est, il commence déjà à trouver des excuses, c'est le calendrier, tout ça. Et Redick a pété un câble c'était hier matin aux États-Unis, hier après-midi pour nous, sur le plateau de First Take sur ESPN. Il est arrivé, puis il a pris la parole en disant mais personne va réagir à ce que vient de dire Doc Rivers, c'est ce qu'on vient d'écouter là. Il dit je le vois faire ça depuis des années, il trouve toujours des excuses. Ok Doc, prendre une équipe au milieu de la saison c'est compliqué, on a compris, mais se faire trader en milieu de saison aussi quand tu es joueur c'est compliqué. Tu as toujours une excuse, tu jettes tout le temps ton équipe sous les roues du bus. Le match contre Memphis, tu perds et tu dis que c'est la faute des joueurs. C'était vrai, littéralement. Hein. Il avait dit. Critiquer l'effort, le manque d'effort. Il a dit les gars, il y a des gars qui sont déjà en vacances à Cabo, d'autres qui connaissaient pas les systèmes. Enfin, il était parti comme ça, sans jamais dire ah c'est peut-être moi qui ai. Et Redick dit donc contre les Grizzlies ont joué avec des mecs de G League et des two-way contracts. Ce mec n'assume jamais ses responsabilités. Donc c'était parti de là. Donc quand même bon gros tacle à la carotide de Redick. Et puis ça a répondu. Ça a répondu avec d'autres anciens joueurs. Patrick Beverley, ouais. Évidemment, Pat Beverley qu'il faut savoir est le gars de Doc Rivers. Absolument. Doc Rivers l'emmène partout. Hein. Il l'a eu aux Clippers, il l'a fait venir aux Sixers et là il l'a fait venir aux Bucks. Voilà. Donc, on se doutait bien que Beverley allait pas dire ah, c'est vrai, t'as Redick a raison, et puis après se rappeler que Doc Rivers était maintenant son coach. Mais ça aurait pu arriver, écoute. Hein, mais... Ça aurait pu arriver avec Beverley, on sait jamais. Mais donc, Beverley a tweeté. En disant Doc a sauvé ta carrière, il t'a mis titulaire quand personne d'autre ne souhaitait le faire, tu prends ta retraite, tu vas à la télévision et tu dis ça, genre t'es un ingrat, Doc Rivers a sauvé ta carrière. Immédiatement dans la foulée, Redick lui répond Pat mon gars, j'avais une offre de 4 ans de contrat avec le même salaire ailleurs pour être titulaire dans une équipe différente, donc en gros va te faire foutre avec cette notion qu'il a sauvé ma carrière. Ce à quoi Spencer Rose a répondu aussi. Spencer Rose, on t'avait oublié l'existence, hein, mais qui a réapparu dans un tweet. Austin Rivers. Oui, exact. T'as raison qu'il faut le faire dans cet ordre-là parce que Oz il répond à Austin Rivers, bien vu. Donc le fils de Doc Rivers, ouais, hein, oui, évidemment. Qui a des rapports un peu particuliers avec son. Alors maintenant, je pense que ça va mieux maintenant qu'ils ont grandi, mais
il n'a pas forcément grandi complètement avec son. Enfin, il y a des rapports délicats. Son père a été joueur, a été coach. C'est pas. Ouais. Et je veux bien d'ailleurs comprendre. Enfin, c'était une thématique de l'époque. C'est pas si simple que ça d'avoir ton coach de ton père qui est l'un des coachs NBA les plus connus. Alors ça a pu aider par instant, notamment quand son père lui a offert un contrat. Hein. Enfin, quand il était GM des Clippers et qu'il a eu un contrat, bon, on en pense qu'on veut, Après mais un semi-échec au voilà, New Orleans Hornets. exactement. Et donc là, Austin Rivers, lui aussi est passé sur ESPN après, parce que sur ESPN, vous avez différents types d'émissions, le matin, le midi, avec des intervenants différents. Et dit, premièrement, je ne suis pas, je suis pas responsable de mon père, j'ai pas besoin de prendre la défense de mon père, c'est un grand garçon. Alors j'ai plus la quote exacte sous les yeux, mais je vais paraphraser, c'est pas très grave. Je l'ai si tu veux. Ouais, si tu l'as, mais voilà, je suis pas d'accord. Pour quelqu'un qui n'assume soi-disant pas ses responsabilités, c'est toujours lui qui subit les conséquences. Il est viré dans la bulle. Il est viré l'an dernier après une défaite contre une équipe qui était favorite, à savoir Boston. Donc voilà, toujours lui le bouc émissaire, on va dire, dans le sens où c'est lui qui se fait virer. Gigi, tu es mon frère, je t'adore, mais au final, tes meilleures années, c'était aux Clippers avec Doc Rivers. Donc ce que tu dis, c'est bizarre. Est-ce qu'il y a de la pression autour de lui à Milwaukee? C'est vrai, mais de quoi on parle? Est-ce qu'il y a de la frustration chez toi? Des tensions qu'on ignore? Chez les Clippers, on devait te laisser sur le banc à la fin des matchs. Bon, hop, le petit tacle. Le petit tacle qui, au passage, est un peu gratuit, je trouve, dans ce cas-là. Mais bon, c'est un shooter. Et bref, ton énergie à ce sujet, sur ces déclarations est bizarre. Forcément, Rivers, il a un peu de frustration. Il a toujours ce truc lié au passage de Doc Rivers, je pense, notamment dans le podcast de Bill Simmons, tu vois. Ah oui, bien sûr. Là, les tensions, elles sont claires. C'est pas la première fois. D'ailleurs, ils se sont confrontés. Enfin, Reddick était allé voir Doc Rivers et il s'était expliqué, mais bon, ça n'a pas été suffisant visiblement. Et donc c'est là que Spencer Hawes intervient avec un tweet en disant, en gros, ce que tu dis, Austin, au sujet de Reddick est statistiquement erroné sur le fait que ce soit sa meilleure saison en carrière, qu'il est supposément sauvé aussi. Mais si tu veux parler si vous voulez parler de quelqu'un dont la carrière a été sauvée par Doc Rivers, 3 petits points. Donc là, il sous-entend évidemment. Son fils, Austin Rivers, j'y arriverai jamais. Et en bouquet final, Martin Gortat qui a passé une saison chez les Clippers avec ces gars-là, qui a simplement mis le petit check en validant les propos de JJ Redick sur le côté de Doc n'assume pas ses responsabilités. Et il faut rappeler, pour ajouter un peu de contexte à ça aussi, pourquoi est-ce que nous et les gens en général considèrent que Doc Rivers n'assume pas ses responsabilités et comme dit Redick, jette ses joueurs sous le bus? C'est que c'est devenu une tendance, on l'a vu à Philadelphie. Ben Simmons, c'est le meilleur exemple possible, je pense, parce que et Embiid s'était joint à Doc Rivers d'ailleurs. On peut dire que Ben Simmons avait été en partie responsable de l'élimination. Ok, il y a ce fameux dunk refusé, c'est lancé le fait qu'il veuille plus aller sur la ligne. C'est une action sur une série sur une série contre les Atlanta Hawks. Voilà, mais malgré ça, dans la foulée, Doc et Joel Embiid, qu'il faut pas dédouaner complètement là-dedans, avaient parlé que de Ben Simmons en conf de presse après, même s'ils y avaient été incités par les journalistes, ils n'étaient pas obligés de le jeter justement sous les roues du bus, et derrière ça a provoqué tout ce qu'on sait. Donc voilà, c'est le drama actuel autour de Doc Rivers et de ses anciens joueurs. Je sais pas si on imaginerait tous les anciens joueurs de Popovich se mettre dessus à distance ou d'un autre coach marquant, je ne sais qui, mais ça fait un peu de drama dans cette journée d'inactivité. C'est vrai que c'est fou un coach qui divise comme ça autant. En fait, ce que je trouve dingue du coup, c'est qu'il est encore malgré. Je me demande quelle est la réaction des Bucks là aujourd'hui, tu vois, dans leur bureau, devant leurs écrans, peu importe. Que pense le général manager des Bucks, le gars qui a filé 5 ans à Doc Rivers? Que pensent les propriétaires des Bucks qui, j'ose penser, ont peut-être quand même donné leur aval sur ce move, parce que bon, c'est eux qui payent 3 coachs au final. Hein. Je me demande qu'est-ce qu'ils en pensent, tu vois. Ils voient les débuts, 3-7, cette espèce d'atmosphère un peu bizarre toujours qu'il y a à Milwaukee malgré le renvoi d'Adrian Griffin. D'ailleurs, comment ils vivent tout ça? Soit dit en passant, j'ai oublié, parce que c'est quand même important. Dans la foulée, alors ça a sans doute été enregistré avant, mais Doc Rivers est passé sur la radio Sirius XM, et où dedans il précise ses propos sur son embauche, sur le contexte de son embauche, mais c'est arrivé en même temps un peu que toutes ces déclats, tout s'est passé un peu dans la journée. Et il dit en gros qu'il n'a pas du tout compris pourquoi les dirigeants
lui ont dit qu'ils allaient virer Adrian Griffin, qu'en gros, selon lui, il n'y avait pas vraiment de bonne raison de le virer, mais qu'il a quand même accepté, qu'il s'est posé des questions, mais qu'il a accepté le job, parce que, rappelons-le, il était consultant pour Milwaukee, depuis le début de la saison, consultant un peu dans l'ombre, et donc c'est lui qui a validé aussi, il a accepté l'offre des Bucks pour remplacer Griffin, même s'il n'a pas compris le renvoi. Voilà. C'est très. J'espère pour Milwaukee que ça va bien se terminer et qu'on rira un peu de tout ce drama. Mais c'est fou que tout le monde, quasiment le monde entier, à part. Il y a plein de gens qui aiment bien Doc Rivers. Moi, j'ai rien contre lui. D'ailleurs, je répète tout le temps que je trouve que c'est un excellent consultant. Et c'est évidemment pas un mauvais coach. Mais c'est fou que le monde entier se rende compte ou que c'est anormal d'avoir un contrat aussi long après des situations. Une carrière aussi compliquée sur les dernières années. Sauf les dirigeants. De la franchise concernée, qui est quand même une franchise qui a été championne NBA il y a 3 ans. Donc voilà. Mais de toute façon, j'imagine que s'il était consultant pour cette franchise, quand tu es consultant, c'est que tu entretiens des liens privilégiés, soit avec les dirigeants, soit avec les propriétaires. Ouais. Eux te considèrent en certaine estime, vu qu'ils te considèrent comme un conseiller. Ils font de toi un conseiller. T'es pas un employé, t'es même pas un employé, justement, tu es au-dessus des employés, parce que tu es juste le pote à qui tu viens demander conseil ou le mec à qui tu viens. Donc tu le tiens en haute estime, et derrière, tu peux te permettre d'aller récupérer un contrat. C'est très exactement le job que tenait Jerry West, par exemple, avec les Warriors. Exactement. C'est-à-dire qu'il n'est pas. Non, Clippers, c'était officiel. Ouais. T'as raison, mais aux Warriors, oui. Voilà, mais bon, là, il y a un mec comme ça, on sait qu'il était à l'origine de certaines décisions fortes, sans avoir le titre de président ou de GM. Donc, bon, un Rivers, sur une très courte période, on peut estimer qu'il avait ce rôle-là, un peu de conseiller dans l'ombre. C'est une situation très, très bizarre. Et je veux pas que les gens pensent qu'on s'acharne sur Doc Rivers, parce que si on voit les effets de son arrivée tactiquement dans les résultats, on le dira, et ce sera très bien. C'est juste que c'est fou, la durée du contrat, le choix à ce moment-là de Doc Rivers, puis bon, tout ce drama autour, c'est pas banal quand même que des anciens joueurs d'un coach en activité s'allument la tête comme ça J'ai pas d'exemple récent. Non, j'ai pas d'exemple. Et puis ça va peut-être se poursuivre. Là, Jamal Crawford n'a pas reparlé, mais je pense qu'il va le faire parce qu'il a une tribune, il est très souvent dans les médias, et puis d'autres anciens joueurs aussi plus marquants. Paul George le fera peut-être à un moment. Paul George, il a son podcast. Chris Paul, c'est pas impossible qu'invité quelque part, il lui dise t'as vu, qu'est-ce que tu penses de Doc, Blake Griffin, DeAndre Jordan. Enfin, je pense qu'on n'a pas fini. Hein. Donc je trouve que c'était intéressant d'en parler parce que c'est une situation pas habituelle. On pourrait demander à Ben Simmons. Ouais, je pense qu'il a. Oui, ce serait intéressant, oui. Allez, ça me permet de faire la transition parce que Ben Simmons il joue aux Nets. C'est la deuxième info qu'on voulait aborder dans ce CQFR. Ça concerne les Nets et c'est aussi quelque chose qui nous a un peu surpris. C'est une rumeur qui concerne Mikal Bridges et une possibilité qu'ont eu les Nets pendant la deadline. Et je te laisse nous donner un peu plus de précision. Ouais, alors il faut savoir, donc c'est une rumeur, mais j'ai confiance à 200% sur l'exactitude de ce qui s'est de cette rumeur, justement, de cette information. C'est en écoutant le podcast de Zach Lowe où il était avec Tim Bontemps, c'est son partenaire sur ESPN, en discutant justement des Nets et en réaction au départ de Jacques Vaughn qu'on a évoqué hier. Ils ont affirmé que au moment de la deadline, les Nets ont eu sur la table une offre des Houston Rockets pour récupérer les 4 picks du premier tour. C'est énorme, 4 picks de premier tour qu'ils avaient abandonnés pour faire venir James Harden à l'époque. Il y avait d'ailleurs, en plus des joueurs, il y avait 4 premiers tours et il y avait 4 swaps, je crois, si je dis pas de bêtises, dans la transaction. Donc, mais là, ça concernait les 4 premiers tours. Voilà, ça concernait à coup sûr 4 premiers tours de draft, les leurs, qu'ils auraient récupérés. Qu'ils auraient récupéré et contre Mikal Bridges. Et les Nets ont refusé cette offre. Non, les 4 premiers tours, ça inclut les swaps. D'accord, ok. Mais donc en tout cas, 4 premiers tours, récupérer la main sur tous leurs pics. Voilà, récupérer la main sur tous leurs pics. Et ils ont refusé cette offre. Et là, on voit que depuis la deadline, ça va de mal en pis, en gros. Hein. Ils ont dû virer Jacques Vaughn. L'énergie autour, l'atmosphère est catastrophique autour. On ne sait pas vraiment dans quelle direction ça va. Mikal Bridges n'a pas l'air d'avoir envie spécialement d'être là. Il fait une saison un peu décevante par rapport à ce qu'on avait entrevu l'année dernière sur la deuxième partie de saison, après son transfert depuis Phoenix. Et donc, ils ont refusé cette offre. Et ça m'a surpris parce que je me dis, t'as une occasion en or de récupérer d'agrandir ton trésor de guerre, qui est déjà pas mal avec le trade de KD et ce que t'as récupéré de Phoenix. Et tu le refuses. C'est quoi le projet? Parce que, est-ce que tu considères que Mikal Bridges, c'est ton franchise player et tu vas reconstruire autour de lui? Ce que je considère être une erreur, parce que c'est un très bon joueur.
mais c'est pas une star, c'est pas un mec autour duquel tu construis. Ou alors, est-ce que tu te dis, on a déjà pas mal d'assets à côté, et Mikal Bridges, c'est notre numéro 2 ou 3, et on va envoyer du lourd avec un trade. Donc, je comprends pas, en fait. Alors, ouais, moi, je partage ton avis. Je vais essayer d'abord de me faire un peu l'avocat du diable, mais je vais avoir du mal. Hein. Je pense que l'idée, c'est de se dire, on a du talent dans cette équipe, Bridges est fort, on veut pas reconstruire. Ce qu'on va faire plutôt, c'est que vu qu'on a d'autres pics, vu qu'on a des pics des Suns, des Mavs, on va essayer avec notre trésor de guerre de nous faire venir un joueur majeur. Ils ont été dans la course pour Lillard, par exemple. Et en faisant venir un joueur majeur, a priori, on a toutes les pièces autour. On a Ben Simmons, on a Mikal Bridges, on a Nick Claxton, on a un peu de flexibilité. On a Cam Thomas qu'on peut refourguer quelque part aussi avec des pics. On a des bons joueurs et de quoi faire venir une star, et on aurait une équipe a priori très compétitive. C'est un scénario que je comprends, mais que je trouve quand même très incertain, dans le sens où tu sais pas toujours quand il y aura une superstar de disponible. Tu sais pas si c'est toi qui va gagner les enchères. Tu sais pas si cette superstar elle va te réclamer. Lillard, il a demandé Brooklyn parce qu'il s'entend bien avec Bridges, ils ont le même agent, mais c'est pas une certitude. Donc, je dirais que le plan peut être ça, et que voilà, et que comme il y a encore un peu de temps, voilà, pour l'instant, ils ont refusé cette offre. Mais cette offre, elle se représentera sans doute pas sur la table. 4 pics pour Bridges, ça me semble impossible. Bah, je pense Même pas. si demain, les Nets décident au bout d'un moment de se dire non, ça marche pas, on reconstruit, ils récupéreront pas 4 pics pour Mikal Bridges. Je pense que Mikal Bridges, c'est marrant, je sais pas si tu te souviens, mais déjà à l'époque, avec Théo et Shai, Théo et toi, vous défendiez pas mal Mikal Bridges quand il était aux Suns. Ouais. Et j'étais un peu sceptique sur sa capacité à devenir une star. Mais au final, vous aviez quand même raison, tu vois. Quand il y a eu le trade à Brooklyn, on a vu qu'il avait certaines choses en lui que moi, je ne voyais pas. Par contre, je pense qu'au final, on est à mi-chemin. C'est une deuxième option. Généralement, c'est un All-Star, une deuxième option. Tu es d'accord avec moi? Ouais. Mikal Bridges, c'est pas un All-Star. C'est pas un All-Star, et ça sera dans ce contexte-là, mais ça sera sans doute jamais un All-Star, en fait. Bah après, est-ce que ça dépend pas de l'équipe, parce que ça peut pas être un Chris Middleton qui profite Je trouve qu'il est pas aussi fort. Mais oui, je suis d'accord, mais je trouve qu'il est pas aussi fort que Chris Middleton. Ouais. Moi, je l'ai jamais envisagé comme une star, mais par contre, tu te rappelles, on avait fait une draft des meilleurs lieutenants. Je l'avais mis tout en haut parce que je pense que c'était le joueur parfait autour d'une star vraiment dominante. Et il faut un autre mec plus fort au-dessus. Ouais. Ah, encore, donc il serait numéro 2. C'est marrant, c'est ce qu'expliquait Zach Lowe quand il discutait de la situation. Il disait qu'il pensait que c'était un 2,5. Mikal Bridges. Voilà, c'est ça, et que du coup, en fonction des saisons, de l'effectif, de sa propre forme et sa propre motivation, parce que là, pas se cacher qu'il a totalement perdu la motivation. Enfin, tu le vois dans les podcasts où il disait, il était. Non mais, alors c'est même pas, je le trouve même plus affecté que désintéressé. C'est-à-dire qu'il se dit, tiens, je joue dans une franchise où quand il y a un match entre les Nets et les Knicks à domicile, il y a 20% de la salle seulement qui nous soutient. Le reste du temps, sur une saison middle comme ça, la salle elle est à moitié vide. Là, le taux de remplissage à Brooklyn, il est catastrophique. Hein. Les gens sont désintéressés par l'équipe parce que ça fait 10 ans qu'il se passe des trucs dans tous les sens. Enfin, un jour, on fera un récapitulatif des. Attends, le trade de Garnett Pierce, c'était 2013. 13. Ouais, donc ça fait 11 ans. Si on prend les 11 dernières années des Brooklyn Nets, c'est une dinguerie tout ce qui s'est passé. Là, depuis même, et après, si tu prends aussi depuis le début de l'ère Sean Marks en tant que GM, ils sont passés par tout et n'importe quoi. Tout ça pour dire que oui, Bridges, en fonction de l'équipe, la compétitivité de l'équipe, ça peut être un 2 ou un 3, donc un 2,5, ça me semblait être une définition intéressante. Mais c'est un bon joueur, il sera meilleur avec des joueurs meilleurs autour, ça c'est sûr, mais il manque de playmaking, c'est pas non plus il y a plein de choses qui font que pour moi, c'est pas un All-Star, Mikal Bridges. Limite, son passage à Brooklyn l'an dernier, c'est plus... je suis pas sûr qu'on le revoie aligné de tels chiffres. Et par rapport à Middleton, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une telle inflation des stats que si tu te bases que sur les points marqués, tu pourrais dire, bah si, il est dans ces eaux-là, tu vois. C'est un mec qui va mettre 20 points. Mais aujourd'hui, 20 points, t'es même pas forcément une troisième option dans la ligue parce que tu mets 20 points. Tu vois, si t'es dans une équipe faible, mettre 20 points, ça veut pas dire que quand tu arrives dans une équipe forte, tu seras la troisième option. Ou la deuxième option, parce que Bridges sera évidemment une troisième option. C'est quand même un joueur talentueux. C'est un fort défenseur. Je suis d'accord avec toi. Oui, je suis d'accord avec toi. Et il défend plus des masses, au passage. Mais c'est le contexte, je pense. Oui, c'est le contexte, ou c'est peut-être aussi le fait que dès qu'il y a beaucoup plus de responsabilités offensives, comme d'autres mecs avant lui, il y a moins d'énergie, c'est compréhensible, ou d'envie en défense. Mais oui, il a le potentiel défensif.
Ça reste un bon joueur, c'est un joueur qui est capable d'évoluer sur le ballon, c'est quand même un mec qui est capable de jouer des pick and roll, qui a quand même un certain shoot. Il y a des qualités, tu vois, il est long, il est grand. Euh, c'est un bon joueur de basket. La définition de 2,5, je la tiens. Je suis d'accord avec toi, ça a du sens. Maintenant, tu refuses 4 picks pour un 2,5 et surtout, il y a un truc que je capte pas. J'ai l'impression qu'on traite un peu Michael Bridges comme s'il avait 24 ans. Il a 28. Il va avoir 28 piges. Ouais. Tu vois, ou il a peut-être même déjà 28 piges. Tu vas pas reconstruire autour de lui Michael Bridges, le joueur qu'il est là aujourd'hui, c'est Michael Bridges. Tu vois, il y aura pas un cap surprenant qui va passer tout d'un coup en fait. C'est pour ça que je ne comprends pas le fait d'avoir refusé l'offre, quelle que soit la raison. Est-ce que c'est parce que tu surcotes Michael Bridges ou est-ce que ou juste je sais pas. Je comprends pas parce que du coup je comprends pas la direction. Est-ce que moi est-ce je que pense ça que vaut la le coup, direction c'est de faire venir un mec. Leur seule chance en fait, parce que j'espère quand même que les dirigeants des Nets ont bien compris qu'ils n'avaient pas reconstruit autour de Michael Bridges. Ils sont 11e à l'Est dans une conférence Est très faible au-delà de la 8e place. Ils vont peut-être même pas jouer le play-in. On verra si Kevin Ollie les réveille. Je pense que l'idée c'est de voir ce que ça donne avec Ollie, voir s'il peut faire venir une star. Mais regarde, même s'il y a une star, il te faut quelle star au-dessus de Michael Bridges pour que si Michael Bridges c'est ta deuxième option, tu sois vraiment vraiment compétitif. C'est ça, je dépend ce que tu vises derrière. Parce que même Damian Lillard là dans ce contexte, je trouve que c'est pas beaucoup mieux que ce que les Blazers avaient en fait. C'est un peu mieux. Et t'es à l'Est, mais tu joues pas dans la même cour que Milwaukee quand ça sera un peu résorbé. Ah non, du coup Milwaukee aurait plus Lillard, mais bon bref. Mais même ce trade n'arriverait pas, tu vois. Lillard, ça n'existe pas dans ce contexte. Il y a qu'un seul truc à la limite, s'ils arrivaient à faire Embiid par exemple, dans l'idée où Embiid serait libre, là je me dis bon ok, alors ils ont peut-être bien fait d'attendre parce que tu récupères un joueur dominant, certes blessé relativement fréquemment au mauvais moment. Mais sinon, je vois pas, et ça me paraît risqué. Ce serait beaucoup mieux que les Sixers. Non, non, justement. Ce serait même pas beaucoup. Ce serait mieux que leur situation actuelle, là, c'est tout. Mais sinon, non, c'est pas mieux. Et c'est pour ça que je comprends pas. Là, t'avais une voie royale vers du tanking positif. On a vu que les Nets, ils savaient faire du tanking un peu positif, rapidement basculer vers quelque chose de compétitif. Donc là, avec tous les assets que tu peux faire un chemin à la OKC, une saison ou 2 max compliqué. Mais avec tous les assets que t'as, les quelques jeunes joueurs qui te restent là. Petit à petit, tu reconstruis. Peut-être qu'ils en ont marre de reconstruire. Que Sean Marks, on dit souvent que les GM, quand ils sont sur un siège éjectable, ils font pas le choix du tanking et de la sécurité. Ils essayent de tenter des gros moves, quitte à perdu pour perdu, quoi. Et pardon, vas-y. Non, et du coup, ça me fait aussi penser que, encore une fois, dans le cas de Ben Simmons, c'est problématique parce que je pense qu'ils avaient tablé sur une saison où il serait à minima le 3e meilleur joueur de l'équipe et un joueur important, et ça gâche beaucoup de choses, le fait qu'il soit pas disponible ou apte. Donc les Nets sont à nouveau dans un bourbier, je trouve. Et même quand il est là, on sent quand même que Ben Simmons, ça sera plus le Ben Simmons All-Star. Et pourtant, j'aime beaucoup le mec, j'y ai cru aussi en début de saison, mais là, je pense qu'il faut quand même se faire une raison. Pardon. Oula. Pardon. À tes souhaits. Donc Ben Simmons, t'as pas de, au final, t'as 0 All-Star dans cette équipe, t'as même 0 franchise player. C'est marrant, c'est notamment ce que mettaient en avant les fans des Nets quand Brooklyn est venu à Paris et a perdu contre Cleveland. C'est de dire, regardez, en face, il y a une équipe avec un franchise player, Mitchell qui met 45 points, parce que c'était quand même une purge de basket, mais il y a un joueur qui sortait du lot. Et à Brooklyn, t'en as pas. Cam Thomas, c'est pas un franchise player, c'est pas un futur All-Star, c'est un gros scoreur. Michael Bridges, je pense que ça sera jamais un All-Star au final, ou alors il aura peut-être une sélection sur une année s'il joue dans une très grosse équipe, mais ça sera pas un joueur All-Star. Ben Simmons, il redeviendra pas All-Star. Les Nick Claxton, comme ça, c'est des bons role-players intéressants, mais c'est pas des stars non plus. Et du coup, le pire, c'est que les Nets, ils peuvent pas tanker. Tu l'as dit, là, ils avaient une occasion de tanker, mais là, ils peuvent pas, parce que les pics qu'ils doivent envoyer aux Rockets, c'est non protégé. C'est-à-dire, si demain Brooklyn a le pire bilan de la ligue, c'est un premier choix, un deuxième choix pour Houston, quoi. Et ça pendant 4 ans de suite. Et si tu veux reconstruire, c'est sur la durée, mais pendant 4 ans de suite, t'es pas maître de tes pics. Ils avaient la possibilité d'éviter ce purgatoire qu'ils ont vécu quand ils ont envoyé tous leurs pics à Boston en 2013 dans le deal pour Paul Pierce et Garnett. Ils avaient la possibilité et ils n'ont pas appuyé sur la détente, et c'est là que je comprends pas et que ça me rassure pas pour leur avenir, en fait. Parce que, ok, ils vont peut-être s'offrir quelques années middle s'ils arrivent à transformer
Et encore. Ouais, et encore, est-ce que c'est très réjouissant de faire du middle de 8e, 9e, tu vois, comme ce que vivent les Bulls actuellement, les fans des Bulls, je pense qu'ils en ont marre aussi de végéter. Et les Bulls, au moins, ont des stars, tu vois. Oui, Il y a un truc où tu te dis, bon, ok, là, il y a Lavigne, il y a DeRozan, il y a Vucevic. Bon, ok, tu peux te dire, ok, il y a un monde peut-être, on sait jamais, tu vois, il y a du hmm. talent. Les Nets, ils ont pas de stars. Ouais, il y a déficit de talent, déficit de franchise player, déficit de vision, déficit de coach, parce que du coup, bon, Kevin Ollie, peut-être qu'il va s'affirmer comme le head coach qu'il faut pour l'équipe, mais pour l'instant, ça reste un intérimaire. Il manque plein de trucs. Alors Sean Marks a montré qu'il avait des ressources, qu'il pouvait tenter des trucs, faire venir des mecs, mais c'est un peu un bourbier honnêtement là. Je n'envie pas les fans des Nets. Ouais, j'ai l'impression que dès l'an prochain, en fait, si tu vois que la question va revenir sur le tapis de se dire est-ce qu'on transfère pas Michael Bridges. En gros, s'il n'y a pas un gros transfert cet été ou d'ici février 2025, Ouais, bah tu vas devoir sérieusement penser à l'idée de tout repartir de zéro, quoi. c'est ça. Donc bon, ouais, assez surprenant. On verra ce que Sean Mark nous réserve. On verra s'il y aura Hmm. un move. Je pense d'ici février 2025, c'est ça. Je pense un peu la deadline pour les Nets pour trouver vraiment leur direction. Parce qu'après Bridges, même si tu fais venir une star, bon, au bout d'un moment, enfin, Du coup, rendez-vous il te dans un faudra an. d'autres choses. Ouais, Soyez patients, rendez-vous dans un an, les fans des Nets. exactement, mais c'est pas forcément très encourageant pour l'instant. J'aurais peut-être pris quand même j'avoue que moi comme toi, j'aurais Je repris pris tout de suite. l'occasion d'aller tanker et d'avoir, je sais pas, 10 picks sur les 3 prochaines drafts et d'essayer sur ces 3 prochaines drafts de trouver 3 mecs et de développer des talents, etc. Avec un coach jeune en plus, peut-être Kevin Ollie. Enfin, bon, Ouais. il y avait quelque chose à faire. Bon, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas non plus à envoyer vos questions. cqfr.rivers@gmail.com. Voilà, c'est pour le CQFR de samedi où on répond à toutes les questions des auditeurs. Yes. Donc pensez-y, pensez à vous abonner, à mettre la cloche, un petit like, pourquoi pas. Un petit like, s'il Un vous petit plaît. like. Et voilà, et en tout cas, j'espère que vous passerez tous une bonne journée. Yes. Bonne Ciao, journée. ciao. Ciao.